Assalamu alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de grammaire arabe et de langue arabe plus généralement. Un jour, un médecin m'a dit, j'étais alors étudiante à l'université en langue et littérature arabe, il m'a dit, je ne sais pas comment vous faites pour apprendre cette langue. Personnellement, je n'y suis jamais arrivée. Quelle grammaire! Quelle horreur! Je dois avouer que personnellement, je n'ai jamais compris comment les gens pouvaient trouver la grammaire arabe difficile. Quoique, peut-être que si. En vérité, cela dépend de la manière dont vous l'appréhendez, comment vous l'enseignez. Car, en réalité, la grammaire arabe est une grammaire tellement logique, tellement mathématique, qu'on ne peut trouver plus facile. C'est une grammaire carrée, logique, mathématique, musicale et en même temps astucieuse, si bien qu'elle pourrait même servir de jeu pour passer du temps et pour se détendre lorsqu'on est démoralisé. Si, je suis sérieuse. Pour commencer, la grammaire arabe se présente telle une société vivante, exactement comme une société humaine. Nous y trouvons des familles, des sous-familles, des administrations, des quartiers, des sociétés, des ministères, des entreprises. Ce que je dis là n'est pas simplement un discours de passionné. Le cinéma arabe ainsi que le théâtre arabe, lors des années 70 par exemple, avaient déjà organisé et réalisé des séries télévisées, voire des pièces théâtrales reprenant les thèmes de la grammaire arabe. C'est-à-dire que ces thèmes-là étaient concrétisés par des acteurs. C'est bien que c'est une véritable société. Lorsque vous parlez de la phrase arabe, par exemple, qui est formée d'un verbe, d'un sujet et d'un COD, par exemple, la phrase la plus basique, vous avez affaire à une entreprise avec des sujets ou avec des mots à l'intérieur qui sont des employés, qui fonctionnent et qui doivent répondre à des règles et produire une activité donnée utile pour la société. Cette société, c'est la langue. Et la langue doit émettre un sens qui doit pouvoir tourner entre le locuteur et l'interlocuteur. Lorsque vous arrivez à comprendre cet angle-là qui est que la phrase est une entreprise et que les mots qui la constituent sont des employés et que vous arrivez à établir ce parallèle entre la langue et entre votre propre vie à vous, les choses deviennent soudain beaucoup plus simples. Si je parle de la phrase nominale, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire al-mubtada ou al-khabar, ou bien le premier terme de la phrase nominale et le deuxième terme de la phrase nominale, là je me trouve dans une phrase famille. J'ai affaire à une famille avec un chef de famille. Ce chef de famille est le mubtada, par exemple. Et le reste sont les autres membres de la famille. Je m'explique. Pour les étudiants parmi vous qui seraient avancés en grammaire arabe, lorsque je parle de la phrase nominale qui elle-même possède une autre phrase nominale à l'intérieur, c'est-à-dire al-mubtada, dont le khabar lui-même est une phrase nominale formée d'un mubtada et d'un khabar, ce que j'appelle les phrases matrioshka ou poupée russe, où j'ai une phrase dans une autre phrase. Eh bien, si je prends cette phrase, je vais l'écrire juste pour faciliter l'exemple. Par exemple, ash-shamsu ضوءها منير. Je ne sais pas si l'écriture est assez claire. Si je dis الشمس ضوءها منير, le soleil, sa lumière est claire ou clairvoyante ou lumineuse, évidemment cela ne se dit pas en français, eh bien qu'est-ce que j'ai grammaticalement? J'ai un premier mubtada. Ensuite, j'ai un autre mubtada ici, avec son khabar qui est ici, et cette phrase nominale qui est formée d'un mubtada et d'un khabar est un khabar pour ash-shams. Ou bien, j'ai un premier terme nominal de la phrase nominale, j'ai l'information qui est ici, ou le deuxième terme de la phrase nominale, mais l'information elle-même est formée d'un premier terme de la phrase nominale et de son information, ou de son deuxième terme à elle,
Ensuite, cette phrase entière est assujettie à la première et lui sert d'information. D'accord. Là, je suis dans de la grammaire qui pourrait être effrayante. Revenons à notre histoire de société et de famille. En fait, remettez-vous dans le contexte. Vous êtes ici dans la société arabe traditionnelle ou dans la famille arabe traditionnelle qui existait également dans différentes sociétés du monde, y compris ici en Europe, peut-être jusqu'aux années 50, ou peut-être un peu avant. Imaginons, ici nous avons le chef de famille. Ce chef de famille a les membres de sa famille ici. Ici, nous avons son fils qui s'est marié et qui a sa propre famille à lui. Donc lui, il est le chef de sa famille. Mais lui et sa famille rentrent sous le pouvoir, si j'ose dire, ou en tout cas l'autorité du père. Et donc, cette petite phrase qui est là rentre sous l'autorité de la grande phrase. Une fois de plus, pour ceux qui ont étudié ce thème, savent que je peux avoir plusieurs rabats et plusieurs phrases, l'une dans l'autre, plusieurs paupérus, l'une dans l'autre. Et là, je me retrouve donc dans le modèle traditionnel familial où j'ai le fils, par exemple, de ce deuxième terme, donc de ce fils-là, donc le petit-fils du plus grand, qui va être ici, lui-même va entrer sous l'autorité de son père, qui lui-même va entrer sous l'autorité du sien, mais celui-ci même va entrer sous l'autorité du grand-père, et ainsi de suite. On se retrouve finalement dans le modèle du patriarche, avec tous ses descendants. Et petit à petit, à un moment donné, il faut que l'on s'arrête, parce que ça devient trop long, et on commence une nouvelle phrase. On va mettre un point, et on commence une nouvelle phrase. Dans les sociétés traditionnelles, à un moment donné, lorsque la famille grandissait trop, lorsque cela se transformait en tribu trop peuplée, la tribu se scindait en deux et on allait voir ailleurs, on s'installait ailleurs, tout en gardant les liens avec la tribu mère. Donc là, vous avez un modèle de famille humaine. C'est exactement la même chose. Par ailleurs, tout est carré, donc je disais, tout est technique. La langue arabe, parfois, paraît sortir d'un ordinateur ou d'une usine, avec des pièces qui fabriquent donc en chaîne plein de mots qui se ressemblent. Tout peut s'expliquer également. En vérité, nous rentrons plus ou moins sous la règle juridique qui dit que tout est halal tant que nous n'avons pas de raison pour l'interdire. Eh bien, en langue arabe, tout est licite en réalité, à moins d'avoir une raison pour ne pas le faire. Par exemple, revenons au premier niveau, vraiment au tout premier niveau. Lorsque l'étudiant étranger, voire d'origine arabe, mais qui ne connaît pas la langue arabe, lorsque vous apprenez cette langue, vous apprenez bien évidemment l'alphabet. Et là, on vous dit, attention, toutes les lettres de la langue arabe s'attachent. Ils s'attachent tous, bien sûr, on écrit de droite à gauche. Toutes les lettres doivent donc s'attacher avec les lettres qui viennent après, bien évidemment. Sauf 6. On commence déjà à vous embêter. D'un côté, toutes les lettres doivent s'attacher, et d'un autre côté, certaines lettres ne doivent pas s'attacher. Au moins, en français, on n'a pas ce problème. Dans les langues latines, on n'a pas ce problème. Oui, mais c'est déjà beaucoup plus simple en arabe. Non seulement nous n'avons pas de majuscules, nous n'avons pas de mots qui se coupent, mais en réalité, le système est le même. Nous écrivons toujours à des lettres attachées. Et lorsque nous n'attachons pas à ces lettres-là, c'est que nous avons une raison pour ne pas le faire. Exemple, la toute première lettre de l'alphabet arabe est bien sûr le alif. D'emblée, nous allons vous dire que le alif ne s'attache jamais avec ce qui vient, mais s'attache avec ce qui est avant. Par exemple, abon. Bien sûr, je suis censée avoir un hamza, mais le hamza est une autre lettre. Elle ne m'intéresse pas ici. Abon. Par contre, babon. Babon. Ici, le alif ne s'est pas attaché avec la lettre qui vient. Il n'y a rien avant, puisqu'il commence le mot. Ici, le alif se trouve au milieu. Il s'est attaché donc avec ce qui précède et ne s'est pas attaché avec ce qui vient. Quelle difficulté pour l'étudiant qui commence à apprendre l'arabe. Mais, plus tard, vous apprendrez une autre lettre qui est très facile, car elle ressemble beaucoup à la lettre latine,
qui est donc le lemme, qui est donc le L français. Le lemme, lorsqu'il se trouve en début de mot ou au milieu de mot, il va avoir la forme du L français à l'envers. Je vais l'écrire comme ceci. Donc, par exemple, lobon. Lobon. Voyons voir. Reprenons. Avant. Et admettons qu'on puisse attacher le alif avec avant. Qu'est-ce que cela va me donner? Voici. Comment vais-je pouvoir différencier le L du alif si le alif s'attachait, par exemple? Ce serait impossible. Donc, les anciens arabes ont décidé de détacher le alif avec la lettre qui suit, car il y a ce problème de confusion avec le lemme. Donc c'est pour éviter cette confusion qu'on a décidé de ne pas l'attacher. Le fait de ne pas attacher le alif est en réalité un moyen de vous faciliter l'apprentissage de la langue et non pas de vous le compliquer. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. À vous de décider si vous préférez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Toutes les règles qui vous semblent compliquées, toutes les exceptions qui vous semblent être un véritable cauchemar ne sont en réalité là que pour vous simplifier les choses. À vous de choisir l'angle par lequel vous voulez voir les choses. Prenons par exemple le zel. Le zel, vous avez appris, ou vous allez apprendre pour ceux qui commencent, que c'est encore une lettre qui ne s'attache pas à gauche. Vous avez appris également que le noun, le N, est une lettre qui s'attache normalement. Très bien. Le noun, lorsqu'il se trouve en début ou en milieu, va prendre cette forme-là. D'accord? Donc, je vais dire, par exemple, nabun, ou le verbe nab, tout simplement. Nab, qui veut dire, bien sûr, rouler, venir après, venir en deuxième position, etc. C'est ce mouvement de roulement. D'accord? Par exemple, les représentants du peuple au Sénat, etc., s'appellent des nouab, de Naba. Très bien. Ici, je vais fabriquer un autre mot qui est Zab. Vous voyez, c'est exactement la même forme. Zab, Nab. La seule différence entre les deux donc c'est cette première lettre. Zaba, qui est un verbe qui veut dire fondre. Admettons que l'on écoute vos plaintes, enfin, des fois que vous auriez des plaintes, mais étant professeur, je sais qu'on se plaint beaucoup, on gêne beaucoup lors des cours d'apprentissage des lettres. Si jamais on écoutait vos plaintes et qu'on les prenait en compte et qu'on accrochait le verbe, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons nous retrouver dans ce verbe-là, nab. Et là, j'avoue que ce serait compliqué de faire la différence entre les deux. Et donc, pour simplifier les choses, nous avons décidé de séparer le zel. Ce que je veux dire par là, cette chose-là, vous pouvez la faire avec toutes les lettres qui ne s'accrochent pas à gauche. Le problème ne se pose pas à droite, puisque nous écrivons de droite à gauche. C'est toujours après que ça pose problème. Cette histoire, donc, marche avec toutes les lettres qui ne s'accrochent pas à gauche. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que quasiment tout s'explique en langue arabe. Tout a une raison, a une logique, a une explication. Et dès l'instant que vous appréhendez cette grammaire de cette manière-là, les choses deviennent non seulement plus faciles, plus aisées, mais délicieusement amusantes. Ça devient une passion. Vous ne pouvez plus vous en passer. D'autant plus que cette langue étant si logiquement structurée, structure à nouveau votre raisonnement. Vous vous mettez à voir les choses différemment. Ne plus vous fier aux apparences, réfléchir sur chaque chose. Attention, vous ne devenez pas du tout paranoïaque, perturbé par des questionnements philosophiques difficiles de la vie. Pas du tout. Tout d'un coup, toute chose devient fluide, logique et a une explication. Vous ne prenez pas les choses comme elles viennent. Je disais tout à l'heure que la langue arabe pouvait également être une sorte d'usine.
une grande usine avec de grandes machines qui travaillent non-stop, où les mots sont fabriqués à la chaîne. Il vous suffit simplement d'avoir le mille à noir, je pense qu'on dit, ou bien le moule, ou bien le patron, ça dépend, que vous soyez couturier, cuisinier, ingénieur travaillant dans une usine, peu importe, un maître de couture, peu importe, vous avez votre modèle en tous les cas, vous le prenez, et à partir de ce modèle-là, vous allez fabriquer plein de mots.